je pense que cette journée était bien intense, hein, effectivement, et que les temps d'échange sont finalement assez rapides. J'espère que vous aurez quand même pu échanger. Et comme vous n'avez pas pu participer à tous les ateliers, et restez bien dans le timing parce qu'on va absolument terminer avant 16 heures comme convenu. Je vais proposer donc aux différents rapporteurs dans l'ordre de bien vouloir nous faire un rapport mais en 5 minutes, hein, vraiment. C'est quelques points remarquables qu'ils ont pu retenir de leur atelier pour que tout le monde ait un peu une vision un peu complète de ce qui a été dit aujourd'hui, cet après-midi. Donc, je commence par l'atelier numéro 1 avec Jean Leroy. Oui, c'est bon, c'est bon. Il faut que je remette tout en place. Pas de souci. Donc, l'atelier 1 était un atelier où on discutait avec le support de la communauté de communes des Monts du Lyonnais sur tout ce qui est transport autopartage, covoiturage solidaire, et en particulier où on a beaucoup évoqué cette histoire de taxi collectif solidaire, mais également des réflexions sur le covoiturage solidaire et éventuellement l'autopartage solidaire. Donc, on est sur un territoire qui est relativement rural, avec une place de la voiture qui est relativement importante. Et cette question de la mobilité est extrêmement ancienne au sein du territoire, avec des premières expériences qui ont été faites dès 1985. Ce qu'on retient de ce qui a été mis en place, c'est d'abord, pour un coût qui n'est pas négligeable quand même pour la collectivité. On a calculé rapidement que c'était 6 € par habitant et par an pour ce système qui concerne les personnes qui sont les plus éloignées de la mobilité avec des conditions assez strictes pour ne pas exploser le budget. On a noté l'extrême importance de travailler avec tous les acteurs locaux, les travailleurs sociaux, les CCAS des différentes communes, les associations, l'approche au plus près de la problématique locale est primordial pour identifier vraiment toutes les personnes qui auraient besoin ou ont besoin de ce service-là. Donc, on est vraiment sur le trait local avec un comité de pilotage, je ne sais plus si c'est le nom exact, mais de 4 élus qui, au niveau de la collectivité, permettent de trancher sur les cas les plus limites pour accéder ou pas au service. Là aussi, on reste vraiment sur du sur-mesure, sur de la dentelle, pour être sûr que le service est effectivement bien accessible aux personnes qui en ont le plus besoin. Ce service qui marche très bien pose une petite question sur comment on touche les personnes qui sont en insertion, parce que ça reste peut-être une des difficultés des personnes en insertion professionnelle en particulier. Le service n'ayant pas vocation à offrir un service régulier de transport, mais à un nombre limité à chaque mois, effectivement, c'est un petit peu un point qui resterait à travailler pour que ce public-là puisse être plus touché par ces dispositifs solidaires, à réfléchir également avec les associations. Les autres réflexions sur le covoiturage solidaire de proximité, avec là, un échange qui a été intéressant avec Mobisol 26, qui est les Monts du Lyonnais ont plutôt plus de conducteurs bénévoles pour le covoiturage solidaire que de personnes intéressées, alors que sur le territoire drômois, c'est plutôt le contraire. Hein, donc, ça montre aussi que les différentes solutions sont vraiment à adapter en fonction du contexte de chacun des territoires. Sur l'autopartage, on a eu la présentation d'un petit exemple sur l'utilisation de l'autopartage pour faire de l'autopartage solidaire, en fait, hein, en utilisant les voitures d'autopartage, et puis sur la possibilité d'intégrer dans l'autopartage des véhicules, en particulier de collectivités, ce qui paraît être une idée intéressante à creuser par rapport à ça. Et puis, un travail qui se met en place pour justement travailler sur les personnes en insertion socio-professionnelle en allant plus
là, pour ces personnes-là, bon, d'abord avec de l'expérimentation de vélos à assistance électrique, mais surtout la réalisation de diagnostics mobilité, de diagnostics permis de conduire un peu généraux pour aller plus près de la demande particulière de chacun, qui est différente pour chacun, et voir quelle pourrait être la meilleure solution. Donc là, c'est la solution qui est envisagée pour avancer sur les publics en insertion socio-professionnelle. Voilà, voilà un petit peu résumé ça avec un maître mot, la proximité, le travail au plus près de chacune des communes et une implication forte, structurante de l'intercommunalité. Ouais, des mots-clés qu'on a bien déjà identifiés ce matin. Exactement, Tout des converge. mots-clés Et, sur ouais, le côté local, etc., ouais, ouais, la qui proximité, la apparaît connaissance, effectivement le indispensable. partenariat. Ouais, ouais. Voilà. Merci Jean, parfait, merci. Je vais enchaîner pour l'atelier 2. On poursuivra par le 3 et 4, évidemment. Atelier 2, la question c'était être au plus près des publics précaires et les accompagner vers le changement. Donc atelier qui était où beaucoup de discussions et de questions-réponses. Alors, quelques éléments de rappel, effectivement, par Pascal Grand, qui était pour FIT et le réseau mobile, l'intervenant dans cet atelier. Donc, il rappelait évidemment donc, l'objectif du réseau de Mopin, c'est bien, on l'a dit ce matin, donc le fait que des acteurs se regroupent en nombre et en nombre très croissant pour partager leurs pratiques. On voit bien qu'on est sans doute à une charnière de cette prise en compte de cette notion d'écomobilité inclusive en France aujourd'hui. Et il soulignait et rappelait leur vision des réponses qui étaient apportées en matière d'écomobilité inclusive, qui devait être vraiment une construction, une co-construction territoriale, hein, vraiment quelque chose qui venait du terrain, des acteurs, des bénéficiaires eux-mêmes. Il redonnait aussi les éléments chiffrés. On a beaucoup parlé, donné des chiffres ce matin. Je ne sais pas si vous aviez ces éléments forcément en tête si clairement, mais on voit bien qu'on a quand même que le sujet est désormais quand même très documenté. On mesure vraiment l'importance et la problématique pour présenter la question de la mobilité pour les territoires et pour les acteurs, une part très significative tôt ou tard dans la vie des territoires et des personnes. Pascal Grand a passé un certain temps aussi à nous rappeler alors, une vision qui ne se prétendait pas exhaustive, mais quand même assez large de 8 grandes familles de freins de type représentation financier, matériel, psychologique, etc., qui font que en fait, le passage à l'acte concret, donc du changement de comportement, peut être très complexe et beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer en apportant seulement une solution technique dont on pourrait penser qu'elle va s'auto-alimenter, qu'elle serait suffisante, qu'elle serait convaincante en elle-même. Évidemment, il y a bien d'autres freins. Et si on n'arrive pas à lever l'ensemble des freins qui peuvent se cumuler, se croiser, on risque de passer à côté de la réponse et pas entraîner l'adhésion qu'on pouvait attendre. Donc, il soulignait ce besoin initial et les participants à l'atelier aussi, de l'importance du diagnostic initial, une connaissance fine, réactualisée des prescripteurs, des bénéficiaires, des besoins, de l'existant pour apporter une réponse adaptée, modulable, vivante, j'allais dire. Il insistait aussi sur l'importance d'un triptyque. Alors, Jean Leroy là, vient de parler de la proximité, de la connaissance du terrain, et ça rejoint exactement ce que disait Pascal Grand dans son atelier, sur le triptyque entre bénéficiaire, prescripteur et conseiller mobilité. Donc le bénéficiaire, celui donc destinataire final qui pose la question, le prescripteur qui a un parcours plus large, qui n'est pas forcément seulement sur la mobilité, et le conseiller mobilité qui est vraiment le spécialiste à qui on renvoie quand on a cette question particulière dans le parcours de la personne en matière de mobilité. Et là, il y a donc un certain nombre de questions sur la question centrale justement de l'atelier, l'accompagnement au changement et le rôle essentiel de ce conseiller en mobilité qui doit développer effectivement cette nouvelle compétence, qui doit accompagner les demandeurs pour qu'ils changent de comportement et qui apporte, au-delà de la réponse première
qui peut être posée par la question première qui peut être posée par les bénéficiaires, qui apporte des réponses qui vont plutôt de plus en plus dans le sens effectivement de cette éco-mobilité inclusive, c'est-à-dire une réponse en termes de mode actif ou partagé, quoi. Au-delà de la question première du permis et de la voiture seule. Et enfin, Pascal a terminé sa présentation par un schéma assez synthétique qui essaie de montrer les cadres constitutifs d'un territoire à écomobilité inclusif. Je crois que je ne sais pas si on peut dire que c'est le terme qu'il utilisait, mais je remets ma vidéo, merci, je n'avais pas vu, mais je suis à contre-jour, je ne suis pas sûr que vous me voyez beaucoup. Donc, je pense que le FIT et le réseau mobile revendiquaient un peu cette approche en quatre pôles, en quelque sorte. D'abord, il faut identifier les offres qui existent potentiellement en matière de mobilité, les faire connaître, accepter, les coordonner. Mais aussi, il faut proposer une offre alternative et qui va dans le sens spécifique de l'écomobilité, on vient de le dire, en mode actif et partagé. Il faut aussi, parallèlement, au-delà de la connaissance, de la coordination et de l'offre alternative, il faut aussi structurer, animer, coordonner ces écosystèmes des acteurs. On a parlé de ces partenariats croisés ce matin de différentes politiques territoriales. Et au final, pour progresser, il faut mettre en place un système d'évaluation pour des résultats, pour les ajuster et ajuster les réponses correspondantes. Voilà, peut-être, j'espère que je n'ai pas trop déformé ce qui a été dit pendant cet atelier numéro 2. Je propose de poursuivre la discussion avec l'atelier qui était consacré, l'atelier 3, à la question comment mobiliser durablement les ménages, la communication au vecteur de changement. Et c'est Sandrine Bénard qui était, je suppose, l'animatrice, mais qui va sans doute être rapportrice. Non, en fait, nous avons Colline et Gérard du PNR Chartreuse et Sophie Roy qui se sont proposés de nous restituer cet atelier. Parfait, bien joué. Merci. Du coup, nous, on va nous faire un petit retour de nos échanges sur le sujet de la communication et comment utiliser la communication pour mobiliser autour de la mobilité et autour du changement de comportement des ménages. Et donc, pour ça, on a pu bénéficier du retour d'expérience du pôle métropolitain du Genevois français, qui nous a fait un retour d'expérience sur les différentes actions et la politique mobilité menée par le territoire. Donc, c'est un territoire très vaste qui regroupe 8 EPCI et qui représente 400 000 habitants. Et donc, il y a différents enjeux importants et dont un de ces enjeux, c'est le fait que le territoire se situe à la frontière avec la Suisse, ce qui induit de nombreux flux transfrontaliers réguliers, donc aussi des disparités au niveau des revenus et donc des inégalités aussi au niveau des revenus économiques, donc qui se retrouvent dans les questions d'accessibilité à la mobilité. Et donc, un des objectifs du pôle, c'est d'atteindre une part modale de 50%, que la part modale de la voiture baisse de 70 à 50%. Et donc, pour ça, il y a tout un travail de développement de l'offre de mobilité qui s'est mis en place. Avec la mise en place du Léman Express, la mise en place de solutions de covoiturage, d'autopartage. Et donc, en complémentarité, le deuxième, un petit peu le pendant de cette politique d'offre, c'est celle de la demande. Et donc, comment mobiliser la demande et cela autour des actions de communication. Et donc, ces actions de communication qui visent à accompagner le changement de comportement des ménages, elles s'articulent autour de 4 axes principaux. Qui sont à la fois donc, le volet communication qui va être détaillé par Sophie, le volet plutôt formation, avec la mise en place de partenariats, d'ateliers mobilité, la mise en place d'un système de mise à disposition de vélos. Le troisième axe, c'est celui de la mise en place de mobilité alternative spécifiquement pour les quartiers populaires.
avec des vélos-écoles, des ateliers de réparation et enfin tout un travail de mise en place d'autopartage, de solutions d'autopartage et de covoiturage solidaire avec une étude de faisabilité et une tarification solidaire pour ces solutions de mobilité partagée. Et donc, spécifiquement sur la communication, donc on a pu avoir un retour d'expérience sur les différentes actions qui ont pu être mises en place dans le cadre de cet axe-là. Ouais, et du coup, on nous a présenté particulièrement 3 actions qui ont été mises en place. Donc, j'étais sûre que ça allait sonner au moment. Spécifiquement, donc, il y a eu la mise en place d'une communication sur les disques de stationnement qui sont fournis aux habitants du territoire. Donc, une communication spécifique sur un site de covoiturage que le syndicat a mis en place, qui s'appelle covoiturageléman.org et qui regroupe en fait toutes les offres de covoiturage sur le territoire, aussi bien privées que publiques. Donc, il y a eu un gros travail de fédération des acteurs à la fois publics et privés. Il y a Movici, Blablacar et d'autres opérateurs. Donc, la com a été faite sur ce support des disques de stationnement qui ont été édités, je crois, à 1500 exemplaires. Voilà, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et qui ont permis de faire connaître ce dispositif-là. Une deuxième action de communication qui a été mise en place, c'est l'édition de guides de mobilité avec une édition par territoire. Donc, comme il y a 8 EPCI qui sont rassemblés sur ce territoire, il y a eu un guide par territoire qui rassemblait toutes les informations sur les solutions de mobilité alternative avec des cartes, donc toutes les offres de mobilité avec la tarification. Donc, c'est des guides ensuite qui ont été distribués sur lesquels les différents acteurs ont pu communiquer et c'était apparemment un outil manquant dans l'offre qui était dispo pour communiquer sur toutes les offres qui existent. Et puis le troisième outil de communication qui a été déployé, c'est la mise en place d'un concours pour sensibiliser aux solutions de mobilité, donc sous forme de quiz avec des lots en rapport avec la mobilité pour les gagnants et les gagnantes. Et ce quiz a permis de faire connaître les solutions de mobilité et de fédérer un peu autour de ces questions-là. Ça, c'est les 3 gros outils qui nous ont été présentés et qui faisaient partie de la stratégie globale de communication du pôle métropolitain du Genevois français. Et ensuite, on a eu pas mal d'échanges sur la stratégie globale de communication, le fait que ça a permis de fédérer pas mal d'acteurs à la fois privés et publics. On a eu pas mal d'échanges sur comment faire pour mesurer l'impact de ces outils de communication. C'est toujours un peu compliqué forcément de lancer des outils de communication, de savoir à quel point ils ont été utiles et ils ont amené un report modal ou des changements de comportement. On avait dans notre groupe des experts en psychologie sociale, donc on pu apporter leur éclairage justement sur quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour mesurer l'impact, le fait que parfois il faut prendre un territoire test sur lequel on ne met pas en place tout ça. Et bon, là, c'était compliqué de mettre ça en place parce qu'on n'a forcément pas envie de choisir un territoire sur lequel on ne fait rien. Mais du coup, c'était des questionnements assez intéressants sur la mesure d'impact. On a discuté aussi de former les prescripteurs aussi, de faire le lien entre éducation, accompagnement, changement de comportement et puis formation. Je vois juste une question. Pouvez-vous répéter l'outil recensant l'offre de covoiturage? Alors, c'est covoiturage-léman.org, il me semble. Peut-être que quelqu'un qui connaît mieux peut l'écrire dans le chat parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que le chargé de mission pourra l'écrire. Et c'est un site, je rebondis du coup sur la question, qui est vraiment super bien fait, qui permet de recenser toute l'offre sur une même plateforme, voilà, covoiturage-léman.org. Voilà, il y a eu pas mal de discussions intéressantes là-dessus. Je ne sais pas si Colline, tu as d'autres retours sur ce qu'on a discuté après. Ouais, aussi l'importance d'avoir des liens entre les institutions. Enfin, sur ce territoire-là, il y avait quand même plusieurs institutions, plusieurs collectivités. Et donc, le pôle en tout cas, pour mettre en place ces actions, il y a des liens forts et récurrents et réguliers en fait, entre les EPCI et le pôle pour pouvoir mettre en place toutes ces actions. Et donc, ça a été aussi beaucoup souligné. Et en fait, de ce qui a pu ressortir, c'est qu'il y a vraiment des échanges réguliers qui s'organisent entre les élus au niveau des équipes techniques aussi. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir en tout cas une action coordonnée et uniforme sur tout le territoire. Et on s'est demandé aussi collectivement, il y a eu des questions posées au pôle métropolitain pour savoir comment les décisions ont été prises pour mettre en place telle ou telle action. Et donc, il y a eu des enquêtes mobilité qui ont été effectuées avant de lancer cette opération de com,
des retours terrain des acteurs de la mobilité aussi. Voilà. Et ce qui était assez intéressant, c'est que, comme l'a dit Ludovic pendant la présentation, en fait, c'est des actions qu'on connaît. Globalement, on sait on sait qu'on peut éditer des guides, qu'on peut faire des concours, qu'on peut faire de la com sur différents supports. Mais là, ce qui était intéressant, bon, là, c'est plutôt un avis personnel, mais du coup, c'était qu'on avait vraiment une vision d'un territoire qui a mis en place de façon assez massive plusieurs outils et qui a déployé une offre de communication diversifiée et de grande ampleur. Et du coup, c'était intéressant d'avoir ce retour-là et d'avoir un retour d'une offre de communication globale et pas au coup par coup comme on peut faire avec parfois un peu les moyens du bord parce qu'on doit faire de la communication. Mais là, c'était intéressant d'avoir une offre de grande ampleur sur ces sujets-là. Sur la durée, en plus. Ouais, c'était au moins l'avantage de ce programme, effectivement, qui nous a laissé un peu de temps malgré la crise sanitaire. Effectivement. Et Mais- pour compléter, je rajoute, Ouais. si c'est trop tard, mais du coup, on a aussi terminé en discutant de l'importance aussi d'agir en matière de communication sur les changements de comportement et sur la mobilité, mais à l'échelle vraiment nationale, et du rôle de la publicité notamment, et de quel était notre pouvoir en tant que, enfin, pas forcément notre pouvoir, mais en tout cas de quelle manière est-ce qu'on pouvait aussi essayer de faire changer les choses par ce biais-là, même si c'est moins évident, mais c'est tout aussi important. Ouais, la publicité sur les voitures. On pourrait parler de la publicité et des jeux pour enfants, les petites voitures pour les garçons. Ouais. Merci beaucoup. Et on conclut en 5 minutes. Je ne sais pas si c'est toi, Aurélie, pour l'atelier numéro 4, où tu as retrouvé pareil. Personne ne sait. Ouais, voilà, ils sont trop injustes. Donc, le titre de C'est un noir l'atelier. et blanc, mais ça n'a Ouais, pas ouais. suffi. Donc, le titre d'atelier, je le rappelle et je te laisse la parole, c'était faire Ouais. évoluer l'offre et la culture des prescripteurs pour inclure la mobilité durable dans les parcours de réinsertion. Tout à fait. Et donc, on avait avec nous Anne-Sophie Aignan, qui est responsable du pôle territoire au sein de l'ALEC 07, donc qui a illustré cette thématique. Et elle devait être accompagnée de Laetitia Pelleret, donc, qui est la chargée de mission mobilité à la CAPCA, donc c'est la communauté d'agglomération Privas Centre-Ardèche, qui n'a malheureusement pas pu être là cet après-midi, mais Anne-Sophie a quasiment répondu à toutes nos questions. Donc, pour répondre à cela, la première question, c'était effectivement d'arriver à cibler ou identifier les prescripteurs sur le territoire de la CAPCA. Donc là, c'est le gros travail qui a été fait, qui a été le travail initial. Donc, pour arriver à mobiliser les prescripteurs, le constat qui a été fait, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de la rencontre, qui peut être physique ou téléphonique, mais en tout cas que les échanges doivent passer de manière plutôt orale que par mail, pour pouvoir identifier tous les prescripteurs et les intéresser du coup à ce que proposait la CAPCA et l'ALEC sur cette question de la mobilité. La deuxième étape, ça a été le partage du diagnostic, donc au niveau du territoire, à l'échelle de l'ensemble des prescripteurs, donc avoir un temps pour réunir toutes ces personnes-là, les faire discuter et partager un diagnostic commun. Donc, c'est vraiment un temps d'interconnaissance qui se veut interactif et pas descendant, où chacun prend part à la discussion et à l'échange pour amener les prescripteurs à s'impliquer sur cette thématique et à s'intéresser à cette thématique. Pour arriver à structurer ce temps-là, donc l'ALEC a utilisé un outil que j'ai trouvé assez intéressant, qui est une roue du changement des modes de vie. Donc on pourra certainement vous diffuser via les présentations, qui est vraiment en fait un outil pour décortiquer ce sujet-là de manière systémique, c'est-à-dire d'analyser toutes les branches en fait qui peuvent partir de ce sujet-là, et ne pas exclure ou ne pas omettre un des sujets qui pourrait être pertinent à explorer pour pouvoir identifier des leviers. Donc, dans les 6 branches, il y a la valeur et les représentations, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine derrière la mobilité. L'institution, donc c'est-à-dire quelle est la politique mobilité du territoire. La partie objet système, qui va concerner les outils qui sont disponibles sur le sujet de la mobilité. Ça va permettre aussi d'investir et de détailler tout ce qui concerne les habitudes de vie, c'est-à-dire comment, sur le sujet de la mobilité, on se déplace quotidiennement. Le 5e, c'est l'organisation de la vie sociale et de la vie économique, donc sur le territoire. Et le dernier, c'est le territoire et l'infrastructure, c'est-à-dire comment est organisé le territoire.
Donc c'est voilà, l'outil qui a permis, qui a structuré en fait les échanges avec les prescripteurs et qui a permis du coup d'aborder cette thématique-là avec les prescripteurs en omettant aucun des thèmes. Ensuite, les prescripteurs ont été mis dans la situation de se questionner sur les étapes du changement de comportement, c'est-à-dire eux, où en sont-ils dans les étapes du changement de comportement, de manière à ce qu'ils comprennent les étapes du changement de comportement et qu'ils soient en capacité de comprendre auprès des publics qui sont accompagnés, quels sont les mécanismes et où en sont les publics qui sont accompagnés. Donc c'est une étape qui est assez intéressante pour que les prescripteurs se sentent outillés pour comprendre en fait les mécanismes et arrivent à accompagner les publics en fonction du niveau de maturité dans lequel ils peuvent se trouver. Suite à ça, il y a eu une demande assez forte des prescripteurs d'être outillés. Donc, le premier outil, c'était pour pouvoir réunir en fait toute l'information sur un même support. Donc, ça a été précisé dans les autres ateliers. Un guide, c'est souvent l'outil qui est utilisé pour pouvoir centraliser l'information et essayer de simplifier cette information qui est souvent très complexe à appréhender. Et donc, si les prescripteurs ont la capacité à comprendre cette information, ils ont la capacité à la restituer et accompagner leur public. Ensuite, alors, voilà, le point 6, effectivement, c'était simplifier l'information. Donc ça a été assez récurrent et relevé par plusieurs personnes qui étaient présentes dans la salle. Ensuite, il y a eu un travail fait sur la répétition de ce format-là, donc d'informer les prescripteurs sous forme de cycle, donc c'est-à-dire avec des dates déjà définies et répétées dans l'année, de manière à ce qu'il y ait une récurrence de l'information et que les prescripteurs puissent constamment se former en cours d'année, parce qu'il y a aussi le fait que les prescripteurs, c'est un public qui peut aussi être mouvant, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de poste, il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver, et il faut sans cesse renouveler l'information pour remettre tout le monde à niveau. Et enfin, la dernière partie, c'est une fois que les prescripteurs, eux, sont outillés, il faut pouvoir une fois qu'eux sont formés, pardon, il faut leur donner des outils, de manière à ce qu'eux puissent animer cette thématique auprès de leur public. Et donc, Anne-Sophie nous a cité plusieurs outils, donc j'en ai noté 3 là. La toile d'araignée, donc c'est ce qu'on voit souvent dans les graphiques, donc c'est une toile d'araignée avec différents niveaux, et en fait, on pose une question du coup à une assemblée ou un public qui peuvent être passants sur, par exemple, une foire ou un salon, et on demande aux gens de se positionner en fait sur cette toile d'araignée en fonction soit des types de déplacements. Enfin, voilà, l'outil peut être utilisé de manière assez différente, mais enfin le rendu est très visible et on arrive à identifier là où il y a des manques et là où tout le monde se retrouve ou pas. Le débat mouvant, donc ça vous connaissez, on pose une question et les gens se déplacent à droite ou à gauche en fonction de la réponse. Et le photolangage, qui est en fait un outil, donc on pose une question, par exemple, le covoiturage pour moisser, et on choisit une photo qui illustre ce qui représente, par exemple, le covoiturage. Et c'est un outil, en fait, qui permet de donner la parole à tout le monde et que tout le monde arrive à s'exprimer. C'est pas forcément évident dans un groupe de trouver ou d'avoir le cran, de prendre la parole. Et le dernier point, je finis rapidement parce que c'est 16 heures. Voilà. On conclut vraiment. Ouais. Vraiment. C'est un éclairage qu'a apporté Aurélien Bigot sur du coup, le volet plutôt énergétique et décarbonation. Donc, les 5 leviers pour atteindre les zéro émissions carbone d'ici 2050. Donc, travailler sur la demande de transport, le report modal, le taux de remplissage. Donc, ça, c'est les 3 qui sont sur le volet plutôt comportemental. Et les 2 derniers, donc l'efficacité énergétique donc vers la sobriété, et l'intensité carbone, donc c'est-à-dire comment on décarbone nos déplacements pour arriver sur cet objectif 2050 zéro carbone. Voilà, 16 heures. Bravo. Merci beaucoup. J'ai visiblement un atelier encore très riche. Ouais. Sans transition, je propose de donner la parole donc, au président, Serge Lecoty. Merci beaucoup, qui donc, va pouvoir conclure cette journée. Merci à tous.
Eh bien, écoutez, moi, je suis un président heureux au nom de l'équipe d'Ora 2E et je voudrais particulièrement remercier Sandrine, Aurélie, Jean, Stéphanie, Séverine et Laurent et Marine, par qui ce programme n'aura pas pu se dérouler et cette journée également, parce qu'on voit que donc c'est un véritable travail d'équipe. Et puis, je suis très satisfait de la qualité des intervenants qui nous ont vraiment nourris aujourd'hui, de par justement tout ce qui a été présenté, mais aussi de voir cette mobilisation très forte de tous les acteurs, je dirais même passionnés par ce sujet. Alors, ce sujet qui est vraiment d'actualité, parce que malheureusement, nous le voyons tous les jours, nous voyons augmenter le prix du carburant, et on peut se dire que c'est la politique que nous menons tous est aujourd'hui en matière d'écomobilité inclusive plus que nécessaire, et puis je pense que ça va durer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'on sent vraiment un changement, qu'on est dans un nouveau monde, parce que depuis le Covid et la multiplication d'actions en matière d'écomobilité inclusive, on a maintenant des exemples concrets et des éléments de méthode, ce qui est vraiment intéressant dans ce travail mené. Et je remercie vraiment les territoires qui ont présenté tout ce qui a été fait et tout ce qui reste encore à faire, mais ça démontre notre intelligence et une fois de plus la richesse des territoires dans notre pays, ce beau pays qui est la France. Et en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a toujours été une terre d'innovation et nous le démontrons encore aujourd'hui. Et puis, bien entendu, comme les attentes sont partout très considérables, il faut que des projets émergent. Et donc là, je relance le discours que j'ai déjà tenu lors du premier Pandora. Il faut que cette opération puisse continuer à l'échelle nationale. Et j'en espère de tous mes voeux que nous aurons la possibilité de nous retrouver avec justement ce programme des C2E au niveau national et bien entendu soutenir des projets issus du terrain car ils sont indispensables pour répondre aux besoins réels des personnes et des territoires. Et comme l'a dit Laurent Cogerino, j'insiste beaucoup sur un élément. Ce qui est important, c'est l'homme dans tout ça, parce qu'on s'aperçoit que les territoires sont tous, ils sont pas tous identiques, heureusement d'ailleurs, que les publics non plus, mais le fait de travailler en proximité justement des citoyens, des habitants, démontre que réellement nous sommes dans le vrai sujet qui permet justement de nourrir et en même temps d'enrichir l'ensemble des publics. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, encore un grand merci. Et puis, c'est un vrai succès. Donc, je dirais que nous avons encore beaucoup de chemin devant nous et nous serons dans l'attente, bien entendu, de ce qui va se passer avec le ministère de la Transition sur la suite qui va être donnée sur le programme national. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt et au plaisir de se retrouver, quels que soient les ateliers, les réunions que nous allons mener. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. Et donc, pour Aura 2E, nous sommes en plein dans notre mission d'intervention pour aider les territoires. Voilà ce que je voulais dire. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup.